On avait prévu deux types de mutations, ou plus exactement, on avait deux types de mutations qui affectaient les trois gènes. Il y avait les mutations zéro et les mutations constitutives. Et on a cru que les mutations zéro étaient aussi dans l'opérateur, ce qui n'était pas très vrai. Finalement, c'était un peu plus compliqué que ça parce que il y avait un effet, comment ça s'appelle, un effet... de polarité. De polarité, exactement. Et que les mutations au début du gène, du côté N-terminal, pouvaient dans certains cas entraîner un arrêt de synthèse de tout le système. Alors ce qu'on avait pris pour des I0, des inducteurs zéro, n'en était pas, c'était des mutants de polarité. Mais il y avait les I- et les IS. Les IS ont été extraordinairement, les IS étaient les super réprimés. Et les IS ont été extraordinairement utiles parce que c'était un gène, c'était un mutant dominant. Et les mutants dominants, c'est pas commode à expliquer, sauf si vous avez des polymères et que vous faites un mess de la structure finale. Et ça a été très intéressant, alors, le coup des IS. En particulier pour montrer que c'était une protéine à plusieurs sous-unités, le répresseur, et une protéine allostérique après. C'est ça, mais ça ne peut s'expliquer que comme ça. Et en fait, ça s'est retrouvé une fois de plus exactement la même chose dans le phage, parce qu'il y a des phages non inductibles qui sont exactement la même chose. C'est-à-dire, le phage inductible, c'est un phage où le répresseur est carambouillé par l'induction, par des trucs plus ou moins compliqués, et il y avait des mutants non inductibles qui faisaient un répresseur, mais le répresseur n'était pas affecté par l'inducteur, et il était, là aussi, c'était une structure polymérique qui ne fonctionnait plus normalement.